Vous écoutez Axon par capsule. Le genre. La question a pris le devant de nos préoccupations politiques depuis une dizaine d'années déjà. Vous en avez probablement ras-le-bol, et je peux le comprendre. À défaut de pouvoir régler la question une bonne fois pour toutes, nous avons rassemblé un panel de spécialistes d'horizons différents afin de circonscrire la question de la façon la plus honorable et totale possible. En un mot, nous vous offrons pour ce nouveau thème d'Axon un espace sonore qui rassemble et relie les connaissances de différentes disciplines pour les faire converger vers vos interrogations afin de les nourrir et de les faire grandir. Et comme toujours, ce thème est articulé autour du témoignage d'une personne au cœur de celui-ci. C'est cette fois-ci Simon, assigné fille et pourtant un homme, qui porte courageusement sa voix afin de nous faire ressentir et comprendre ce qui ne fonctionne pas dans notre conception naïve du genre. Ce thème est, nous l'espérons, l'occasion pour tous de saisir l'intensité de cette souffrance collective que nous éprouvons malgré nous. Qui que nous soyons, d'une manière ou d'une autre, dans ce carcan étroit qu'il est sain et rationnel d'interroger. Nous sommes, je dois le dire, assez fiers de notre travail. Et nous espérons du fond du cœur qu'il permettra de satisfaire votre désir de connaissance comme il nous a permis de remettre en question ce qui nous paraissait être les nôtres. Ces 2 premiers épisodes seront consacrés à la parole de Simon, que nous sommes sur le point d'entendre. Bonne écoute. Salut Simon, Bonjour Nicolas. donc t'es mon frère, mais on va faire comme si on se connaissait pas. D'accord. Je vais un peu tricher parce que je te connais quand même, donc je vais pouvoir te titiller. Ouais, mais on va parler d'un sujet, toi, où t'étais même pas là. Ah, pour beaucoup, ouais, effectivement. En rappelant quand même que t'as quoi, 12 ans, 11-12 ans de moins que moi? Ouais, par là. Moi, je suis de 88 et toi, 10 ans. J'ai 10 ans de moins que toi. 11 ans. 11 ans. Ouais. Ok, d'accord. D'ailleurs, peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle Simon. Je suis né en 77. Donc voilà, ça me fait dans les 40 et quelques maintenant. Donc je suis ton frère. J'ai grandi dans le sud de la France et j'habite maintenant depuis une quinzaine d'années à Berlin. Et je suis trans, FTM. C'est pour ça, non, je crois qu'on fait cet entretien aujourd'hui. C'était ça, voilà, on peut parler de la transidentité. Je te laisse commencer avec ce que tu penses pertinent à dire sur ton enfance. Écoute, donc, je suis l'aîné de ma famille. Du coup, moi j'ai une petite sœur, toi t'as une grande sœur. On a grandi donc à Agen. J'ai très peu de souvenirs de l'enfance en elle-même est normale. Enfin, a priori, très peu de gens se souviennent vraiment de ce qui se passe avant leurs 7-8 ans. Je peux dire que de toute façon, toute mon enfance, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque. Mais dans tout, enfin, socialement, les relations avec les gens. Du coup, toujours été relativement solitaire aussi. Pas beaucoup d'amis. Maximum un ami, la meilleure amie. Du coup, moi, les souvenirs d'enfance, c'est vraiment Sultan, c'était le chien. Un labrador blanc, je crois, à poil long. Enfin, je dis ça, mais je me souviens juste que j'avais un chien avec qui, il y avait un chien avec qui je passais beaucoup de temps, et les parents pourront confirmer, je passais déjà beaucoup de temps à fuguer. À fuguer? À fuguer. Du coup, régulièrement, il recevait des coups. Il recevait, mais c'était plutôt le côté découverte, je pense. Tu vois, toujours partir dans tous les coins. On habitait, papa est agriculteur, donc on habitait à la campagne et voilà.
Je passais beaucoup de temps à explorer et très souvent, apparemment, il y avait des voisins qui m'aimaient, que j'aimais bien parce qu'ils me donnaient à manger, j'imagine. Pas qu'on était affamés. Mais c'est vrai que Agen ou Brax, j'ai ça, j'ai très peu de souvenirs et j'ai aussi le souvenir du récurrent où tout le monde partait sans moi. Mais bon, ça c'est des rêves. Je sais qu'à l'école ça se passait pas super bien déjà. Enfin, au niveau scolaire ça allait, mais au niveau relation, tout ça, ça se passait pas très bien. Et à un moment, en 85, on a déménagé. On est allé dans une autre école. J'ai commencé à me faire plus ou moins des copains, des choses comme ça, mais je pense que le genre m'a jamais posé vraiment de problème jusqu'au collège. Quand on était petit, tu joues, enfin tu vois, ok, il y a des rôles en fonction de t'es une fille, t'es un garçon, il y a des trucs qui sont plus ou moins attendus, mais autant ça m'énervait et je trouvais ça injuste que bon, c'était pas le truc le plus important à gérer. Après, ben, je suis arrivé au collège et il y a eu la première puberté. C'est ce que j'appelle la première puberté. Ça a été l'horreur. Avant l'apparition des ins, je pouvais encore passer en tant que petit garçon, tout ça, tant qu'il n'y avait pas les parents autour ou personne pour me dénoncer. Je pouvais jouer avec les garçons, je pouvais faire des trucs, ça allait. À partir du moment où les ins sont arrivés, ça se cachait, c'était plus possible. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu une pression de la société qui a été très forte. L'adolescence, c'est le pire pour tout le monde. Mais alors vraiment, je te jure, c'est un truc que je veux pas refaire. En tout cas, celle-là. Ça a été aussi super dur parce que je savais déjà, enfin, j'étais assez tardif sur cette puberté. Du coup, il y a plein de trucs, tu vois, les règles et tout ça, ça arrivait vers 14-15 ans plus tard que beaucoup d'autres personnes. Mais le truc, c'est que non seulement je savais que ça allait arriver et que ça allait me foutre en l'air, mais je savais aussi que ça aurait pas dû m'arriver. Je savais déjà vers les 11, 12, 13 ans ce que j'étais. Je savais déjà que j'étais trans. Je savais pas que si c'était une maladie, je savais pas si c'était un problème, parce que c'est ce que j'étais et j'arriverai jamais à le soigner. La société. Quand je le savais, c'était 89 ou 10. Bah, ouais, t'étais peut-être à peine né. C'était 89 ou 10. J'ai su que j'étais ça parce que j'ai suis tombé sur un petit documentaire de 5 minutes à la fin des nouvelles ou à la fin d'un envoyé spécial ou un truc comme ça, qui racontait la vie d'un jeune homme trans. Et j'ai compris que c'est ce que j'étais à ce moment-là. J'en ai discuté avec mon thérapeute à ce moment-là, parce que j'allais chez un thérapeute. C'est quand les enfants ont un problème. J'ai vu un thérapeute pendant 2 ans, je crois. Ce thérapeute me dit, mais non, vous êtes lesbienne, vous n'êtes pas un homme, vous êtes lesbienne, blablabla. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, j'ai décidé, bon, on va voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait. Peut-être que je suis que lesbienne. De toute façon, peut-être que. Mais après, on est aussi. J'ai 13 ans et j'ai pas de relation. Je veux dire, j'ai pas envie d'être amoureux. J'ai pas de curiosité là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire, c'est d'écouter de la musique, c'est pas tellement de voir les gens. Ton thérapeute te dit: «Non, non, t'es pas un garçon, tu une lesbienne». Tu te dis: «D'accord, je vais essayer, voir si ce qu'il me dit est vrai», mais après le problème, c'est que t'as pas vraiment la possibilité de confronter ça, parce que t'es pas en recherche de relations humaines. Exactement. Bon, ben, je suis une femme, il va falloir gérer avec. Au moins, éventuellement. Parce qu'il y a il y a la différence entre pas être intéressé par quelque chose, mais savoir que c'est de toute façon quelque chose qui va arriver ou qui m'intéressera à un moment. Être à 13 ans, pas être intéressé par le sexe, faire des bisous, des trucs comme ça. Je sais aussi que éventuellement plus tard, je le serai. Hein, il y a les trucs, c'est un peu difficile d'ignorer quand on regarde la télé et qu'on lit un peu ce qui se passe. Du coup, il y a ça où je me dis, bon, ben, je vais me construire en tant que femme, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, est-ce que je peux être le genre de femme que je suis moi, c'est-à-dire, tu vois, enfin, sans rentrer dans les genres, dans les rôles de genre. Donc, porter des jupes, tous les trucs qu'on attend des femmes. C'était pas moi, c'est pas du tout ma personnalité. Du coup, être diplomate, plein de tact, enfin, là, je ressors tous les trucs qu'on m'a toujours reproché, hein. D'être trop bruyant,
de jamais fermer ma gueule, d'être assertif, d'être, d'imposer ma volonté. Tout ce genre de choses, enfin, d'attendre des gens qui m'écoutent et qui m'entendent, des trucs. je- c'était ça, je peux pas le changer parce que en fait, c'était trop difficile. Juste l'idée d'avoir à changer tout ça pour rentrer dans ce qu'on attendait de moi, non, c'est pas possible. C'était juste, je savais que je n'y arriverais pas. Du coup, je me suis un peu formé et préparé à me battre toute ma vie. Rien à voir d'arriver facilement pour moi parce que, parce que, euh, parce que les gens ils savent jamais vraiment comment réagir quand ils voient une femme comme moi. Ça, je parle de mon adolescence et de la vingtaine, de quand j'avais une vingtaine d'années. Il y a un sujet, que tu as occulté. Hmm. Je sais pas, je me dis que c'est le moment peut-être d'en parler et de revenir après sur du théorico-politique. Mais pour l'instant, il y a un s Je sais de quoi tu veux parler, mais ouais, parce qu'en fait, plus j'y réfléchis ouais, on en avait parlé dans l'entretien préparatif. Plus j'y réfléchis, plus je pense. Enfin, bon. Alors, tu veux parler du fait que quand j'avais 10, 11 ou 12 ans, j'ai été abusé par par une personne que je voyais régulièrement et que j'ai continué à voir régulièrement après. Après l'abus, j'ai commencé à voir le thérapeute. Et ce qui est arrivé très peu de temps après, c'est que j'ai vu ce documentaire sur les trans et que du coup, j'en ai parlé directement au thérapeute. Et une des choses où il a dit que j'étais lesbienne et que j'étais pas un homme parce que à cause de ce qui m'est arrivé, que tout était confus dans ma tête. Du coup, enfin moi je comprenais pas quand il m'a dit ça, si tu veux, je comprenais pas euh, comment je pouvais vouloir être quelque chose qui m'avait fait autant de mal. Alors je vois enfin on est plus de 30 ans plus tard ou à peu près 30 ans plus tard, je vois comment dans la tête de quelqu'un qui t'a fait du mal, t'as envie d'être lui parce que si t'es lui, il peut pas te faire de mal. Mais c'est autre chose. Parce que je pense que le seul truc qui est pertinent dans cette mésaventure, là, faut voir, normalement, j'ai la tête qui tilte et les sourcils qui se lèvent quand je dis mésaventure. C'est surtout que ça a été utilisé pendant très longtemps pour dénier ce que je pensais être. Si tu veux, quand je vais voir mon thérapeute et je lui dis, ben, j'ai vu ce documentaire, je pense que je suis un homme trans parce que ça résonne, enfin ça me dit beaucoup et je m'y retrouve. Non, 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 mais vous n'êtes pas un homme, c'est à cause que vous arrivez. Essayez de voir si vous n'êtes pas un peu lesbienne parce que c'est normal que vous ayez peur des hommes après ce qui vous est arrivé. Et c'est un truc à utiliser. Je me souviens aussi quand j'ai fait le coming out de lesbienne. Et j'aime pas les filles, je suis pas lesbienne. C'est juste qu'à cause de ce qui m'est arrivé, j'aime pas les hommes. Je peux pas aimer les hommes. Du coup, c'est juste un second choix. Mais c'est pas vraiment ce que je suis. Et c'était vrai, c'est pas vraiment ce que je suis parce qu'en fait, je suis un homme bi. disons que, bon, tu as été confronté à cette personne, régulièrement suite à ce qui s'est passé. Dans une période où tu étais en train de te développer, intellectuellement, de trouver ta place vis-à-vis du monde et heu, bah, du coup, tu as grandi et évolué en contact direct avec une manifestation de la masculinité toxique. Ouais, alors la manifestation de de masculinité toxique, je l'avais plutôt tous les soirs à la maison que ça arrivait honnêtement, on va dire, je pense que c'était une fois, 2 fois par mois peut-être, je voyais mon abuseur. C'est pas si souvent que ça, il était là tout le temps, mais je le voyais pas si systématiquement. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, si tu veux, c'était il y a longtemps. Comme on l'a déjà dit, moi, toute l'adolescence, c'est une période extrêmement traumatique. Donc, où il y a ça qui est arrivé avec ce type qu'il fallait que je voie régulièrement. Je rentrais à la maison, donc je me faisais tout le temps engueuler dans tous les coins. J'allais à l'école, je me faisais engueuler par les profs, faisais foutre de ma gueule par les collègues, par les copains. Enfin, si tu veux, j'ai vraiment l'impression que l'adolescence, j'avais rarement un moment où j'étais tranquille. La nuit, quand j'étais dans mon lit,
à bouquiner, c'est le moment où j'étais tranquille. Donc, honnêtement, cette histoire-là, c'est une humiliation ou un, trauma- un traumatisme de plus dans une période qui est la période la plus noire de ma vie. Et je me dis, j'ai quand même eu de la veine par rapport à beaucoup d'autres personnes. J'ai quand même eu une adolescence privilégiée vu que j'étais dans une très bonne école. J'avais quand même à manger tous les soirs et je dormais dans mon lit, dans ma chambre. J'avais quand même du coup la possibilité d'être seul assez régulièrement. Enfin, tu vois, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place. Et même si tous ces petits traumatismes réguliers ou plus ou moins gros que j'avais, ils m'ont quand même formé et font ce que je suis maintenant avec quand même beaucoup de trucs à régler. Mais franchement, qui n'a pas eu une adolescence de merde? Non, mais c'est le principe de l'adolescence, de toute façon, c'est vaincre la merde. Enfin, y arriver peut-être pas forcément, mais en tout cas la subir et se reconstruire autour de ça. Mais, Exactement. justement, tu es en train de me dire, que c'est tout ce qui s'est passé qui a forgé ce que tu es. Mhm. Donc est-ce que tu penses que c'est, ce qui s'est passé dans ton enfance et ton adolescence qui a fait de toi un homme? Qui a fait l'homme que je suis. Non, j'étais déjà un homme. J'étais déjà, enfin, j'étais un, voilà, j'étais déjà un petit garçon. J'ai toujours, franchement, c'est clair. Je pense que j'ai toujours été un petit garçon dans le corps d'une fille, du coup, ou en tout cas, comme on dit, assigné femme à la naissance. J'imagine que tu peux comparer ça à être genre le petit garçon efféminé. C'est vrai que je me retrouve avec beaucoup de copains gays comme ça dans l'enfance, où le petit garçon efféminé dont tout le monde se foutait de la gueule, où tout le monde le bouc émissaire, quoi. On s'y retrouve parce que pour ça, on a eu la même relation avec les gens où on était rejeté et moqué parce que on remplissait pas les rôles de genre. Un petit garçon efféminé, une petite fille masculine. Les gens, ils aiment pas ça et les enfants, cruels comme ils sont, ils en profitent. Mais du coup, je fais un l'homme que je suis et que c'est un homme qui a passé du coup 30 ans, au moins 30 ans, à subir les violences féminines ou les violences faites aux femmes. Du coup, c'est sûr que bah, l'homme que je suis maintenant ne peut pas ne pas être féministe. On attend d'un homme une certaine masculinité, une certaine comment ça s'appelle, virilité. Et donc un homme viril qui a des jobs de bonhomme, qui gagne les sous pour la famille, qui a des décisions, qui sait où il va, enfin tous ces trucs-là. Du coup, on va attendre aussi d'un homme trans de répéter enfin de s'intégrer dans ces rôles. Simplement, bon perso, je pense pas que ce soit très pertinent. Quand j'ai fait mon coming out de lesbienne, du coup, vers les 20 ans, un truc comme ça, j'ai eu des réflexions comme ça aussi. J'ai eu des potes qui disaient: «Ah ben cool, on va pouvoir noter les meufs ensemble, on va pouvoir draguer». C'était: «Ben, pas dans ce contexte-là, non». Non, on va pas noter les meufs, ça va pas le faire et du coup, c'est vrai qu'il y a tout le côté où, le moment où il y a enfin, où tu passes, où les mecs, commencent à se relaxer et à balancer des pop vannes sexistes et c'est vraiment autant avant j'ai vu le truc en vrai même, des potes qui donc tant qu'ils me voyaient en tant que meuf lesbienne, se calmaient quand même vaguement sur les pauvres vannes, surtout si elles étaient sexistes et homophobes et du moment où j'ai commencé à avoir, du poil au menton, où ils m'ont perçu beaucoup plus, vraiment finalement comme un homme, ils ont essayé ces blagues sexistes. Donc du coup, enfin moi j'ai juste très souvent une stratégie où juste je vais me tourner et voilà, par la main ou j'ai pas enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît, je t'ai déjà tout expliqué. Si tu crois que moi j'en change quelque chose, non. Mais ouais, ouais, c'est des c'est des moments, il y a plein de mecs, qui se lâchent de toute façon, même en face des meufs ou en face de leurs meufs, qui se lâchent aussi pour, et font ce genre de réflexion sans problème. Bon, c'est un classique, hein, en soirée, de faire des bonnes blagues, sexistes, appeler sa meuf bobonne et des trucs comme ça se fait encore, je crois, dans les années 2020. Enfin, je vois bien que quand on est qu'entre gars, les vannes sont bien graveleuses et bien irrespectueuses, on va dire, pour être calme,
Mais tous ces blagues sexistes et tout ça, ils sont tout le temps même en face des meufs, ils les font quoi. Donc c'est juste qu'ils espèrent une espèce de complicité que je sais clair, ils auront pas avec moi là. Non, non. Au niveau de la masculinité en soi, je revendique pas particulièrement une masculinité. Je, c'est pas. Alors j'ai toute une histoire avant la transition. Du coup, j'étais plutôt, tu sais, le genre de lesbienne bien butch, à bien parler fort, à pas hésiter un grand coup. Et ça, mais ça, c'était des trucs qui étaient, enfin, c'était une attitude qui était valable de mon point de vue. C'était pas confortable pour les amis, hein, c'était pas sympa pour les gens autour, mais c'était valable parce que bah, j'avais des choses à dire et personne allait m'écouter. Du coup, j'avais besoin de crier, de couper la parole des gens, j'avais besoin d'être entendu. Cette attitude-là, forcément, quand ma voix a commencé à changer, quand ma stature, et même ma présence, dans les lieux publics a changé, parce que, bah, du coup, quand j'étais commencé à être perçu comme un homme, très naturellement, les gens m'écoutaient. Et ma voix est plus grosse, du coup, c'est sûr que je pouvais plus utiliser ma voix pour taire les autres, pour faire taire les autres parce que c'est à mon tour de parler. Ah maintenant, ça a été plus, bah, maintenant c'est aux autres de parler. Du coup, c'est des choses où, ça a été vraiment de démonter énormément de réflexes que j'ai eus, et d'attitudes qui, en fait, quand tu es, lesbienne bouche, ça passe, mais en fait, c'est vrai en tant qu'homme, bah, ce sont juste des attitudes toxiques et répressives, en fait, et dominantes. Et du coup, toute cette masculinité qu'on voit à la télé, les batailles de déo, j'ai jamais vu ça, mais bon, forcément, j'ai pas grandi dans les vestiaires. En tout cas pas ces vestiaires-là. Mais toute cette masculinité, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rejeté et il a toujours été très, très clair pour moi que c'est pas le genre d'homme que je serais. Donc être un homme, est-ce qu'on a besoin d'être masculin? Enfin, le fait que maintenant, je sois vraiment plus content dans mon corps et tout, c'est juste un moment où je devrais peut-être plus commencer à explorer ma féminité. Mais du coup, enfin voilà, maintenant je souscris pas du tout à, la vision, de l'homme qu'on peut voir à la télé, la vision de l'homme, selon, Éric Zemmour. C'est jamais été le cas en fait, même un homme, ça a jamais même historiquement en plus, un homme ça a jamais été ça, c'est, enfin une représentation des hommes qu'on a comme ça depuis, la Seconde Guerre mondiale, mais même avant c'était juste des mecs qui étaient plus forts, que leurs partenaires et qui réfléchissaient pas plus que ça. Maintenant en 2020 tout le monde, peut s'informer. Enfin là je vais parler plus du coup forcément des gens en France, en Europe ou, dans le monde, de l'Ouest, enfin, mais, enfin, de nos jours, on peut s'informer, on peut se soigner, il y a de plus en plus, comment dire? Il y a des communautés où on fait plus attention les uns et les autres, où, il y a plus de patience, pour se former, les uns les autres et enfin, j'ai vraiment l'impression que de toute façon maintenant aussi en 2020, même s'il y a encore, une culture de la masculinité, enfin montre-moi ta Rolex, des choses comme ça. Est-ce vraiment juste la masculinité? Est-ce vraiment juste du capitalisme? C'est pas, tu vois, enfin c'est tout pas si simple. Mais vraiment la masculinité, c'est pas juste, avoir une grosse moto et une grosse barbe. C'est je sais pas. C'est quoi le petit dénominateur commun de ce qui fait que l'on est un homme non oppressif, non oppresseur? Qu'est-ce qu'un homme non oppresseur? Je Ouais, enfin un mythe. Non, ouais, enfin, je sais pas. enfin, c'est un travail sur soi de toute façon pour essayer, pour être non oppressif. Enfin, j'imagine que, enfin, c'est essentiellement, déconstruire, l'éducation, qu'on a eue. Enfin, même toi, tu as eu une éducation relativement différente. Enfin, on a les mêmes parents, mais on n'a pas été éduqués de la même manière. On n'a pas eu les mêmes libertés, on n'a pas eu, même pas vraiment eu les mêmes opportunités non plus et quand je me souviens, enfin, la façon dont toi, tu as changé, par exemple, dans les 10 dernières années, c'est quelque chose, quand tu avais dans les, 15-16 ans, mais prendre une critique, enfin t'expliquer: «Non Nicolas, c'est pas comme enfin, c'est pas cool d'agir comme ça», il y avait pas moyen. Quand tu as eu 20 quand tu avais 20 ans enfin il y a, voilà les 10 dernières années ou en tout cas, je me souviens en tout cas quand j'ai fait mon coming out de trans,
où c'était pareil, t'avais un point de vue, tu pensais que c'est la façon dont il fallait me gérer, et si je te disais, bah non, en fait, c'est pas cool, enfin, j'aimerais bien que tu fasses comme ci ou comme ça, euh, sur le coup, tu réagissais pas cool, mais bon, c'est vrai que tu as commencé quand même à réfléchir et à t'éduquer. Et c'est juste comme ça que ça commence. J'imagine, pour être non oppressif, c'est juste comme ça que ça commence, c'est commencer à écouter les gens et pas dire que puisque tu comprends pas ce problème, tu vas pas t'en occuper. Et du coup, être un homme non oppressif, premièrement, ouais, c'est ça, j'imagine, c'est quand une personne est près de toi en te disant, bon, bah, quand tu parles trop fort, ça m'inquiète, et bah, tu l'écoutes et tu essaies d'apprendre à parler moins fort. Je sais pas trop, j'ai pas trop de leçons à donner parce que je suis loin d'être parfait là-dessus. J'ai aussi mes coups de sang et j'ai aussi du mal à prendre les critiques. Mais je sais que je suis fort de presque 20 ans maintenant de militantisme féministe. Du coup, j'ai des trucs qui me semblent absolument évidents, qui sont un réflexe et que voilà, que quand quelqu'un a un problème que je cale pas, que je comprends pas ou parce que je sais pas, ben ouais, ben je me tais et puis je rentre et puis je Google. Parce que c'est plus simple, que, de vexer les gens en leur posant les mauvaises questions, aussi. Mais, je sais pas si c'est vraiment à voir avec la masculinité, je pense que c'est juste des comportements décents de base. Et que le fait d'être un homme et de pas avoir ce comportement, ça excuse rien et le fait d'être un homme et d'avoir ce comportement, tu mérites pas des biscuits pour autant. C'est juste de la décence de base et les hommes sont apparemment pas éduqués pour être décents. C'est un problème et j'ai même pas envie enfin, le plus petit dénominateur commun des hommes, à part qu'ils sont sur terre, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est vrai que c'est le on leur dit monsieur. Je serais pas ce genre d'homme. Mais je suis pas ce genre d'homme non plus. Enfin, c'est quand même, c'est du travail, à mon avis, il faut faire attention tous les jours parce que tout le monde, bah, tous les petits comportements qu'on ne me pardonnait pas quand on me percevait comme femme, maintenant sont plutôt célébrés. Du coup, c'est assez difficile. Parce que je pense que quand j'étais perçue comme femme, je pense que c'était pertinent et important de gueuler, de parler fort pour qu'on m'entende. Le truc, c'est que maintenant, on m'écoute. Du coup, j'ai plus besoin de gueuler, mais j'ai plus besoin de faire attention à ce que bah, la meuf qui est à côté de moi et qui hurle, je ferai en tout cas au moins faire gaffe à pas lui parler dessus. Et mon job, c'est surtout de lui laisser la place pour qu'on l'écoute. Ou en tout cas, de lui laisser le podium. Même si tout le monde va se casser pour pas l'écouter, plutôt que de l'écouter. Et c'est plein de petites choses à changer parce que vu que ma position, donc les gens me perçoivent maintenant en tant que l'homme que je suis et attendent des comportements que je supportais pas de voir quand j'étais perçu comme femme. Mais si je fais pas gaffe, c'est super facile de les reproduire. Du coup, il y a des rôles qui sont attendus, c'est pour en revenir, il y a des rôles qui sont attendus en fonction de ton genre, mais moi je pense que beaucoup de ces rôles ou de beaucoup de ces attentes devraient pas être là. C'est ça qui nous fout en l'air. Et maintenant que j'ai transitionné et que j'ai ce pouvoir-là, il faut que je fasse gaffe à l'utiliser comme il faut. Mais ça, c'est parce que je suis politisé et que je pense que les attentes ou les rôles de genre, il faut les atomiser. Le fait d'avoir fait cette transition ne t'oblige pas à adopter tous les clichés de l'homme. C'est autre chose, quoi. Exactement. Être antiraciste, ça m'a pris un temps mais fou. Dans la famille, donc j'ai grandi dans une famille quand même vraiment de droite, très raciste, mais évidemment ils sont pas racistes. Et tout ça, ça m'a pris énormément de temps à comprendre, mais le moment où j'ai compris, c'est un moment où ça a été pour moi une délivrance, parce que quelque part, depuis tout petit, ça m'a gêné, ça me gênait. Je l'avais déjà remarqué qu'il y a un truc qui est pas cool envers les gens racisés
en France ou dans le monde. J'avais déjà remarqué, mais tout petit, quand tu poses des questions et qu'on te dit, bah, c'est comme ça que ça marche. Et oui, de toute façon, les gens racisés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. T'es tout petit, tu crois ce que les parents te disent. À l'adolescence, il y a tellement d'autres choses à gérer que d'aller voir ce qui se passe chez les autres, que c'est la question ne s'est pas posée. Puis un jour, je suis parti, voilà, en faisant des rencontres un peu politiques. Tu te rends compte que tous ces petits sentiments ou ce gros malaise, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait que je sois trans, il n'y a pas que le fait que je sois vue comme une femme, il n'y a pas que les violences sexistes, il y a aussi le mal que les hommes font aux autres. Moi, ça me fait du mal, et si je continue à l'ignorer ou à chercher des excuses, dire que c'est comme si que je peux rien y faire et tout ça, c'est pas vrai. Je peux y faire quelque chose. Et le fait, on va dire, c'est pas ouvrir la boîte de Pandore, mais si tu veux, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert en moi. J'ai l'impression que c'est le moment où j'ai arrêté d'être mesquin, d'être tout le temps de mauvaise humeur, mais du coup, ma colère, elle a commencé à être vraiment juste. Quand j'étais petit, tout le monde m'appelait le cri qui tue. C'était, j'avais cette colère je pense que c'est la colère que j'ai de jour en moi, où quand je te disais que les gens me trouvaient trop assertif, enfin, parce que je voulais que les choses se fassent à ma façon et tout ça. Et quand j'étais en colère, quand quelque chose se passait pas bien, je hurlais, mais très très fort, mais vraiment. Et les gens m'appelaient, enfin, à mon avis, je faisais vraiment mal aux oreilles des gens, et c'était mon petit nom jusqu'à jusqu'à l'abus après, je pense. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté de crier. À peu près vers 12 ans. Je pense que c'est à peu près 12-13 ans, c'est le moment où j'ai arrêté de hurler ouvertement. Mais je pense que c'est parce que... Bon, alors le fait que je sois relativement très très sensible, du coup, j'avais du mal à gérer toute cette violence autour de moi. J'ai jamais pu vraiment gérer avec l'injustice. Et à un moment, je me suis calmé parce que je me suis rendu compte, le monde est injuste, c'est comme ça qu'il est, tu pourras rien y faire. Et en vrai, 10 ans plus tard, je me suis rendu compte, si je peux y faire quelque chose. Ce ne sera pas la révolution, mais ça sera un peu l'évolution. Quand tu as l'impression de faire quelque chose, ça peut aider un petit peu à supporter ce qui te met en colère. Et plutôt que d'être frustré, de rester frustré, en colère, de voir des choses qui vont pas et de décider de les ignorer ou de décider de les justifier, ce qui est encore pire. J'ai décidé d'arrêter ces conneries-là et d'ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, du coup, tu peux pas continuer à fermer les yeux sur sur toi-même. Si tu justifies le monde, si tu justifies dans ta tête le monde sexiste ou la société sexiste, du coup, tu peux justifier de rentrer dans un rôle. Si tu te mens à toi-même, tu peux mentir à la société, tout ça, et puis, au bout d'un moment, juste, ça fait plus sens, et du coup, soit je pétais un câble, soit je faisais ce qui était bien pour moi. Mais donc là, tu veux dire que ce qui était bien pour toi, c'était quoi? C'était, la transition ou non, c'était de La militer? politique. Là, La c'était la politique. Ah politique. ouais, Ouais. d'accord, hein, c'est bien ça, hein, c'est la Ouais, ouais. politique. La politique. De prendre Et position, quoi. du coup, ça a été ce moment-là, la politique, prendre position, faire quelque chose. Et c'est le moment-là où j'ai dit, je vais faire de la visibilité lesbienne. Vous allez voir ce que c'est que de la vraie camionneuse. Josiane Balasco, assieds-toi, je te montre. Mais elle était bonne, hein, elle était très très bonne. Pas de problème pour ça. Référence à Gazon Maudit. Ouais, pendant un moment, tu voyais, tu comprenais que c'était pas juste, que c'était pas normal et que tu voulais pas de ça. Mais d'une certaine façon, tu courbais un peu les chines, quoi. Tu disais: «Bon, vas-y, je vais faire facile, je vais faire comme ils veulent» et puis au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que de dire non, c'était comme ça que tu te sentais bien. Pendant très longtemps, j'ai éteint mes émotions, ce que je ressentais, en rationalisant. C'est comme ça que je me sentais le moins mal. Mais pendant très longtemps, parce qu'en fait, un des trucs, c'est je fais toujours ce qui est le plus facile pour moi. Je pense, hein, franchement, j'essaie toujours de trouver des bonnes raisons et tout, mais je pense que moi, je fais ce qui est le plus facile pour moi. Pendant longtemps, qu'on m'ait des Chine, j'ai cru que c'était le plus facile. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, le plus facile, ça serait peut-être juste d'essayer de changer le monde.
Parce que rien ne pousse à l'ombre d'un chêne. Et que quand je courbais les chines, être comme ça, tout rabougri sur moi, je me donnais pas beaucoup de place pour changer, pour évoluer et pour être heureux. Je naviguais juste dans des eaux troubles, on va dire. Ouais, à un moment, quand tu es honnête avec toi-même, ouais, quand tu relèves les chines, quoi, quand tu relèves la tête, tu peux voir un peu plus loin. Et tu peux mieux prévoir. Et tu peux voir que, ben, ok, les 100 premiers mètres, dans cette direction, les 100 premiers mètres vont être vraiment galères, mais tu peux voir que après 100 mètres d'obstacles, ça va un peu mieux. Tandis que si j'étais courbé les chines, j'aurais juste pris le petit terrain plat devant moi, ou le chemin découvert sur 5 premiers mètres. En te relevant, tu vois un avenir, quoi, alors qu'avant, tu voyais juste les broussailles de devant. Voilà, ouais. Je voyais juste ce qui est devant mon pas, ouais, exactement. Je pense, Tu dit, comme si c'était pas bien, que tu faisais ce qui était facile et bien pour toi. enfin, ma pensée, elle est pas finie sur ce sujet, mais je suis un paresseux. J'ai grandi en entendant dire que j'étais paresseux. Je me suis construit en me disant, c'est vrai, je suis paresseux, faire quoi que ce soit, c'est dur. Me lever le matin, c'est dur. Aller au travail, j'y arrive parce que ça s'appelle rentrer je sais pas, je rentre dans un personnage ou dans un mode qui est pas tellement moi parce que c'est le travail. Mais je rentre le reste du temps, tout est dur et je suis très conscient que c'est un passé, c'est dû à un passé traumatique et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore remis en place. Mais du coup, c'est quelque chose avec lequel je dois gérer depuis toujours finalement. Et je pense qu'être paresseux, en vrai, c'est pas si mal. Rester à glander, à regarder dans le vide sur le balcon, c'est aussi une façon de profiter de la vie. Et quand je dis que je choisis toujours la voie la plus facile, en vrai, je pense que je choisis vraiment la voie la plus facile à long terme. Un mensonge, c'est pas la voie la plus facile du tout. Parce qu'un mensonge, non seulement ça implique toujours un deuxième mensonge, ça implique du taf, de se souvenir des trucs comme ça. Au final, franchement, et puis pour avoir été obligé aussi de cacher beaucoup de choses et de mentir pour me faciliter la vie, au final, c'était pas du tout facile. C'est pour ça qu'au final, j'ai fait mes 2 coming out. Parce que je sais pas que tellement mentir aux gens, mais je me mentais aussi à moi-même. Donc le plus facile, c'est d'être moi-même. À long terme, ça a été des années pas faciles du tout, mais maintenant ça l'est. Ce que je voulais dire que je choisis toujours la voie la plus facile, parce que la voie la plus juste reste la plus facile, ou la voie la plus intelligente reste la plus facile, à long terme. C'est pas une mode, mais il y a beaucoup de gens qui sont queer, qui sont non-binaires, qui juste la seule mode, c'est l'utilisation du mot non-binaire. Je pense juste les gens avant se disaient juste tordu, euh, dérangé, tu vois, androgyne, ça a été aussi souvent ça. Mais juste, même quand t'es pas androgyne, ouais, ok. Mais tu vois, enfin, une façon de soi-même, se donner soi-même son identité et d'utiliser un mot pour se représenter. Donc moi, je dis que je suis un homme trans. Mais d'autres personnes vont utiliser des mots comme genderqueer. Ils vont dire, oh, je suis un homme féminin. Oh, je suis une femme masculine, des choses comme ça. Il y a plein ou je suis pas d'un genre, des choses comme ça. Et ce qui est autant une représentation politique très importante parce que ça dénonce les rôles de genre comme imposés par une société binaire. Ça dit que les personnes aussi n'ont pas besoin d'avoir juste 100% femmes, 100% hommes et peuvent aussi s'identifier dans un genre sans performer un rôle, mais sans aussi avoir une dysphorie de genre. Les personnes peuvent très bien se considérer et sont des hommes tout en ayant des règles tous les mois, tout en ayant un bon 110D de poitrine. Et ce sont quand même des hommes tout aussi valables parce que le genre n'est qu'une construction. Mmh. Je suis d'accord et on peut se demander si, tout simplement, les, non binaires, plus plus que le dernier exemple que tu viens de donner, tu vois?
parce que le dernier exemple que tu viens de donner, quelqu'un qui aurait des seins et des règles et qui se considérerait homme, c'est pas la même chose que, quelqu'un qui se considère, enfin, je pense, hein, de mon niveau de connaissance, que quelqu'un qui se considère comme non binaire en ceci qu'il pense, et je crois que c'est ça, avoir dépassé le concept de genre. Et il est déjà cette personne est déjà dans l'étape suivante. Euh, hmm, je pense non. Je pense que si cette personne est snob, c'est comme ça qu'il le verra, ou elle le verra. Mais je pense qu'être non-binaire, c'est juste considérer qu'on n'appartient pas 100% à un extrême du spectre. Il y a le spectre féminin, masculin, et être non-binaire, c'est comme un peu le spectre de la sexualité, où tu es 100% hétéro, 100% homo. Il y a toute une variance, il y a des degrés d'hétérosexualité, d'homosexualité si on veut, et je pense qu'il y a des degrés de féminité, de masculinité, et on se met où on veut. Et le fait d'être non-binaire, j'imagine que, enfin, il y a des personnes qui vont être non-binaires qui vont avoir des dysphories de genre, des personnes qui vont être non-binaires qui vont se sentir très bien dans leur corps, mais juste pas bien dans la société, ou en tout cas qui ont besoin de montrer à la société super binaire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plein de personnalités qui sont tout aussi valides les uns que les autres. Simplement d'être snob, je pense que ça ne l'est pas valide. Ouais. Non, non, mais parce que je me suis peut-être mal exprimé. Non, non, oui, Ce que allez, ce on que va dire que c'est juste ça. Non, parce que ce que je veux dire, moi, l'impression que j'ai sur ces questions-là, mon sentiment, c'est que la version up to date de la société, pour reprendre l'expression que tu as employée tout à l'heure, la version finie de toute cette, réflexion, de ce dépassement de la construction du passé, en fait, c'est que on va déjà dissocier le rôle du sexe et la sexualité du sexe aussi. C'est-à-dire que les gens, on est ce qu'on veut être, point. Et donc je pense que tout ça sont des étapes de la construction de ce futur qui a compris, d'une certaine façon. Et donc c'est pour ça que c'est moi qui dis, c'est Nicolas Chavardès aujourd'hui qui dit que les non-binaires sont ceux qui ont compris ce qui va se passer. Non, je pense que les personnes qui aujourd'hui en 2021 se présentent comme non-binaires sont non-binaires et se vivent non-binaires. Je pense pas qu'ils ont compris. Je pense pas que qu'ils sont plus éveillés ou plus woke ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense que non-binaire, c'est une définition 2010-2020 qui est arrivée depuis une quinzaine d'années peut-être. Je pense que c'est une définition de quelque chose qui a existé depuis toujours. C'est juste que maintenant, on le voit. Je pense que c'est un peu comme quand on dit que les trans sont à la mode. C'est juste que c'est visible. Et comme c'est visible, il a fallu lui donner un nom. Donc on a dit, bon, allez, non-binarité, ça fait consensus. Mais je pense pas particulièrement qu'ils ont tout compris parce que je pense que quand on dit que les non-binaires, c'est ceux qui ont tout compris et que c'est ce qui va être, alors je rêve d'une société non-binaire, hein. Mais cette société, faut pas qu'elle invalide les gens qui se sentent 100% femmes, 100% hommes. Et la non-binarité en hégémonie comme ça, si c'est le nouveau top ou si c'est le nouveau hétéro ou le nouveau, tu vois, je suis pas sûr. Tu sais, c'est un peu comme tout dans les années 90 ou quoi. Je crois qu'il y en a en plus qui a été ressorti. Tous ces gens qui imaginent, oh, comment ça serait si tous les mondes étaient homo et que juste du coup, ça serait les hétéros qui étaient opprimés. Ok, c'est rigolo en fiction, tu peux faire des blagues et imaginer des trucs et te faire du bien, mais je vois pas ce que ça apporte politiquement et ce que ça va apporter de positif à une société d'essayer de penser ça. Peut-être comprendre aux hétéros, mais En fait, moi, le vrai point de bascule, en fait, dans ma compréhension de tous ces sujets-là, c'est la compréhension du concept de privilège. Mmh. C'est vraiment ce truc-là,
c'est d'avoir compris ce que c'était que le privilège et ce que 6. ça impliquait, qui m'a permis ouais, non, le privilège en lui-même, parce que OK, même le privilège blanc, enfin moi je les ai OK. tous, donc c'est d'avoir compris ce que c'était. C'est pas parce que j'ai le privilège, que je jouis de ce privilège, que je suis, responsable et que je suis coupable. Par contre, j'ai ce privilège et vu Mmh. que j'ai ce privilège-là, je peux pas réussir à comprendre l'oppression du côté de l'oppressé, heu sans vraiment me poser et réfléchir. Donc vu que je peux pas le comprendre, il faut que j'écoute et ça, Exactement. c'était quelque chose tant que j'avais pas compris ça. Tu as réfléchi à des trucs, tu as réfléchi à enfin et essayer d'écouter aussi pour l'amour de moi. Mais après, il y a eu aussi le moment où, il y a eu Axon et du coup, il y a eu d'autres trucs qu'il a fallu que tu as appris de toute façon en discutant avec des philosophes et des docteurs. Tu as dû apprendre des trucs que moi j'ai juste dû effleurer parce que c'est pas ma spécialité non plus. Tu vois, je suis trans, j'ai dû faire toute cette réflexion et puis, avec des années de féminisme et il y a un moment enfin là maintenant, je suis à un moment dans ma transition aussi où, bah, je pense plus qu'à ça. Ça y est, moi j'ai transitionné, je me regarde dans la glace, ça va. De ce côté de là physiquement, au niveau des, dysphories par exemple sur mon corps, bon j'ai encore du bide, mais ça a rien à voir avec mon genre ça. Tu vois? Je pourrais être et en fait je m'en Mmh. fiche. Mais en vrai, tu vois, c'est des trucs où, il y a des trucs dans mon corps dont je suis toujours pas fan, mais ça a pas rien à voir avec mon genre. C'est pas parce que je suis un homme ou je suis une femme que, ces trucs sur mon corps me déplaisent. Du coup, ce côté-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer. Et du coup, du moment où maintenant je suis à un moment où, bah, ça va bien, c'est pas que je, me désintéresse, sur des questions de genre, mais, j'y passe beaucoup moins de temps. Du coup, je suis pas complètement à jour Mmh. sur sur les nouvelles lois, par exemple, ou sur l'état des trans dans le monde. Oui, ou le nouveau positionnement de pensée. Ouais. J'essaie de suivre après il y a le moment où j'ai l'impression: «Ah ouais, bah, c'est vrai quand on commence à avoir plus de 40 ans, ça peut devient un peu plus difficile de comprendre les jeunes. C'est du taf maintenant». C'est pas: «Ah bah oui, évidemment que c'est comme ça». Et oui. Et oui, non, mais c'est clair, hein. Et ça, je le vois bien avec les chercheurs avec qui, j'ai eu l'occasion de discuter parce que, bah, Thierry Hoquet, il est plus de la nouvelle génération. Ouais, Là, j'étais avec Joëlle Viels ce matin, bah, elle a commencé à militer en 70, tu vois? C'est ouais. une féministe, depuis les années 70 et bah, il y a des choses sur lesquelles elle est plus tout à fait d'accord avec ce qui se fait, enfin, tu vois? Par exemple, elle, moi, il y a un truc qui m'a vachement marqué, d'ailleurs, je vais te passer son étude. C'est un papier qu'elle a fait avec, une chercheure qui s'appelle Eliane Viennot, Mmh. qui est historienne et linguiste et hem et on je sens qu'il y a un petit décalage entre leurs positions et les positions d'aujourd'hui parce qu'elles, elles sont abolitionnistes OK. et enfin, tu vois? Je crois pas que ça s j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le féminisme, Ah ça alors attends, d'aujourd'hui n'est pas abolitionniste. abolitionniste de quoi? Contre la prostitution, la D'accord. prostitution OK. et du porno. Et du bien, OK. Donc c'est, prostitution et porno comme, un autre outil d'oppression des femmes. C'est ça Ouais. et moi, j'ai pas l'impression que enfin, j'ai l'impression que c'est une position qui est, minoritaire dans le féminisme, actuel. Moi, c'est une position que j'ai eue pendant 6 mois, quand j'ai découvert le féminisme à la fac. L'abolitionnisme? Ouais, ouais. Pendant 6 mois, c'est OK. une position, enfin ou peut-être un peu plus, puisque j'ai grandi quand même dans une société qui méprise, les travailleuses du sexe, les travailleurs. Du coup, ouais, au tout début de mon militantisme, féminisme, lesbianisme, tout ça, j'ai eu des positions, abolitionnistes. Puis bon, au bout d'un moment, je me suis documenté et puis, j'ai dû rencontrer les bonnes personnes aussi et ça m'a semblé très, très évident que non, au contraire. Mais, bon, enfin, on n'est pas là pour non plus, parler des travailleuses du sexe.
Mais je pense qu'il y a beaucoup encore de personnes qui le pensent. Je pense que c'est un féminisme relativement mainstream qui est encore abolitionniste. Mais c'est peut-être aussi Mmh. parce que c'est des trucs générationnels aussi, ou voilà, enfin la génération des féministes première vague, on va dire, ou enfin celles qui ont brûlé leur comment ça s'appelle, les soutiens-gorge. Je pense qu'il y a eu, Ouais. même à ce moment-là, elles étaient assez divisées. Mais je pense que c'est une voix, enfin la voix abolitionniste ou la voix, cette voix-là en tout cas, c'est celle qu'on va entendre toujours le plus, ou en tout cas, enfin je sais pas comment c'est la télé française, hein, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que j'habite plus en France. Mais moi quand je partais, c'était quand même, enfin le discours général, même chez les féministes, ça a toujours été plutôt abolitionniste et heu, et que, enfin les non-abolitionnistes ou pro loi en tout cas pour les aider. Je crois que c'est encore assez, enfin radical ou en tout cas très, enfin Je sais pas, je peux pas dire parce que je mon regarde pas la télé non plus. ouais, Mais du coup, moi, ma connaissance du militantisme, c'est Twitter, et donc c'est Twitter, les podcasts et tout ça. Et sur cette, on va dire, population de militants et militantes, c'est j'ai l'impression que c'est plutôt non abolitionniste, quoi. c'est cool. Donc C'est cool et mais ça ouais. veut dire aussi, je pense aussi parce que ces outils-là, c'est plus justement nos régénérations qui les utilisent. Ça me semble très, 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 très positif du coup. Enfin, si c'est ton impression, comme je sais pas trop, et que c'est pas moi, c'est toujours l'impression en fait parce que comme hem, si tu te renseignes justement sur la position des gens sur les réseaux sociaux, du coup, enfin, le truc, c'est que tu reçois plutôt des positions et des avis de gens qui sont comme toi. Puisque, tu vois, c'est plutôt tu reçois les avis de plutôt de ton entourage ou des, profils que tu as sélectionnés pour les suivre, des choses comme ça. Du coup, les voix contraires, tu les entends pas trop et clairement, hein, quand moi, ce que je vois de la télé ou quand je lis, enfin, les journaux français, par exemple, je vois bien que la position se radoucit, mais enfin, c'est pas encore ça, quoi. Ça s'ouvre. On a le droit de voir, de plus en plus des personnes comme, Ovidi, Daria Marx, ou même Virginie Despentes qui parlent plus à la télé. Mais, j'ai quand même plutôt l'impression que, ouais, le discours général, chez les féministes peut être plus anti-abolitionniste, mais, le discours général reste quand même très, très, putophobe. J'arrive à voir que le féminisme moderne est anti-abolitionniste. Mais on voit encore, des abolitionnistes, hein. Moi, je pense à Marguerite, Stern, par exemple, Ouais. qui est totalement abolitionniste. Et Non, non, bon, mais il y les en a TERF encore un. aussi, donc Voilà, il y en a un plein et très souvent les TERF, sont aussi SWERF, donc du coup c'est TERF and SWERF, SWERF. c'est, Sex worker, sex worker, ouais, OK. exclusionary radical féministe. Du coup, voilà, c'était, tu sais, Mmh. ouais. Ça Ouais, va ouais, très ouais. souvent ensemble, oui. OK. C'est, très souvent Je aussi suis pas des trop visions, surpris. c'est des visions très essentialistes du genre. Du coup, OK, si t'es né, avec un clitoris, donc du coup, t'es une femme, du coup, tu peux pas être ceci et la prostitution, c'est une oppression. On n'est pas d'accord. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.